petitesse de son. Alors là, on est là pour de vrai. Bienvenue à la librairie Poirier. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Hein? Je regarde les gens qui viennent régulièrement à nos rencontres. Alors bonsoir et bienvenue à vous tous et toutes, les nouveaux et les anciens. Ce soir, donc, je m'appelle Patricia Powers. Ce soir, on va avoir le plaisir de discuter d'un livre, ma foi, qui est extrêmement, à mon sens à moi, important pour les citoyens et citoyennes que nous sommes, et important dans le climat, et sans faire de jeu de mots, que nous vivons avec toutes ces problématiques reliées à l'environnement. Le G7 qui commence ce week-end, les manifestations ont déjà commencé aussi. Alors donc, un livre vulgarisé, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec l'auteur dans quelques instants, mais c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, ce livre-là, finalement, sur le droit québécois de l'environnement. Moi, ça m'a permis d'allumer certaines lumières, de comprendre davantage certains enjeux. Je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas tant que ça toutes les problématiques environnementales et les lois, les règlements qui les régissent. Et je me suis dit, c'est un livre nécessaire, je le redis, c'est un livre nécessaire. On va discuter de ça. Alors, mais avant de discuter, il y a son grand tapis. Alors, Guy Rousseau, qui est le directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Trois-Rivières, qui m'a dit qu'il voulait absolument dire un mot avant que nous commencions l'entrevue. Mais avant que Guy vienne, on va demander aux gens d'applaudir. Non, reste là, mon beau Guy. On va demander aux gens d'applaudir cet auteur, ce juriste, ce professeur, cet avocat qui signe ce livre, Guide citoyen du droit québécois de l'environnement, Maître Jean Barry. On commence comme ça et je cède la parole à Guy. Je pensais que tu te cachais derrière le panneau. Je me cache pas. Écoutez, bon, je fais pas ça souvent, mais vu que c'était agent, je me suis dit, je pourrais faire peut-être une petite présentation un petit peu plus moins classique puis différente. Mais en partant, ça ne m'étonne pas de gens, parce que encore une fois, il a réussi à faire tromper, si je peux dire ça comme ça, les libraires. Lui, à chaque fois qu'il arrive à quelque part, on dirait que c'est jamais orthodoxe ce qu'il fait. Puis là, à soir, on était supposé d'être juste 10-15. Puis là, les libraires ont dit, on va mettre une vingtaine de chaises, puis ça va être assez. Hein? C'est ça qu'on a décrit comme réservation. Moi, j'ai dit, ça me fait rien, mais j'ai dit, Jean, il travaille en mobilisation depuis 30 ans. J'ai dit, probablement que vous allez rajouter des chaises, puis c'est en plein ça qui s'est passé. Donc, on est bien content. Oui, on est bien content. content. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Dans le fond, je vais juste faire une petite présentation pour vous décrire un peu ce qui est Jean, si je peux dire ça comme ça, puis un peu à partir de la perception de la petite enfance, parce qu'on se connaît depuis l'âge de 10, 11, 12 ans dans ce coin-là. Puis on jouait au hockey, puis tout ça, puis en tout cas, on faisait ce qu'on pouvait, mais au hockey, on scorait plus dans nos buts que... Mais tant qu'on peut, on était bon. Mais j'ai essayé de m'imaginer, parce qu'à l'époque, Jean n'avait pas de... Ben, il y en avait pas, c'est sûr, mais je ne voyais pas, de préoccupation sociale ou environnementale. Je me suis dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il décide d'aller à l'école puis de se préoccuper de la question environnementale. Puis là, j'ai dit, habituellement, parce que les psychologues disent, retourne dans son enfance, puis tu vas sûrement découvrir de où ça vient, cette préoccupation-là. Fait que je pense que je l'ai trouvé. Lui, Jean, il vient de la rue Deschâtelet au Cap-de-la-Madeleine. Le Cap, là, les gens de Trois-Rivières, le Cap, ça a déjà existé en passant. Je vais juste dire ça comme ça. Fait qu'il vient du Cap-de-la-Madeleine. Fait qu'il vient de la rue Deschâtelet, puis sur le coin, quand il y avait un fer à cheval, puis sur le coin, lui, il restait là. Il restait dans un duplex. Puis quand on allait chez lui, en arrière, là, on se tournait, puis c'est quoi qu'il y avait là? Il y avait la Reynolds. Puis, si vous ne connaissez pas Reynolds, c'était quelque chose, parce que moi, j'ai travaillé à la Reynolds. Fait que j'ai dit, où Jean a eu cette frustration primaire, mais dans le fond, dans la cour chez lui, c'était les fournaises qui étaient là. C'est ce qu'on appelait les fournaises. Puis là, ils se dégageaient de la boucane régulièrement. Puis en plus, c'était les vieilles fournaises. Fait que moi, j'ai travaillé là, en dedans. Fait que là, je sais un peu ce qu'il voyait de sa cour. Mais là, vous êtes comme ça.
Puis là, vous voyez la Reynolds. Mais là, si vous vous en allez dans le salon en avant, puis que là, vous regardez par là-bas, vers la polyvalente, c'était la Norton. Avez-vous connu la Norton? Moi, je l'ai connue parce que j'étais président du Conseil central à l'époque, puis on avait essayé de la tenir debout. Mais la Norton, ça n'avait pas de bon sens. C'était du carbure de silice qui sortait de ça. Les employés sortaient de l'état noir. Fait que j'ai dit probablement que l'origine de ces préoccupations, ils proviennent peut-être de là. En tout cas, s'ils ne proviennent pas de là, il y a eu un environnement favorable. Ou défavorable. Tellement défavorable que Absolument. ça a été favorable pour eux. Imaginez-vous quelqu'un qui se tourne là, il voit la neige, puis bon, il roule la Norton, c'est assez pour devenir écologiste rapidement. Par la suite, on nous allait un petit peu à cœur, on allait au cégep, en sciences sociales. Puis après ça, pas du tout un peu. Mais Jean, comment le décrire? Moi, mon père, quand j'étais plus jeune, il y avait ce qu'on appelle un pitbull. C'est ça, un petit pitbull. C'est gros comme ça. Ben, c'est fini maintenant. Elle doit passer, je pense. Non, ils sont super fins. En passant, les pitbulls sont super fins. Ils sont pas méchants. Puis là, t'as une pantoufle. Mettons, on avait une pantoufle. Puis là, le chien mordait après la pantoufle. Puis là, il mordait. Puis là, on fessait dessus. Puis là, il lâchait pas. Puis là, on avait beau fesser dessus, il lâchait pas. Fait que, moi, je pense que ça caractérise un petit peu Jean. C'est-à-dire, Jean, c'est avant tout, foncièrement, terminé là-dessus. Jean, c'est un grand humaniste. C'est un grand humaniste et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. C'est pour ça que Patricia... Fait que Jean, dans le fond, quand il y a une cause à cœur, il n'en lâche pas. Puis s'il a besoin d'outils pour continuer sa cause, on va aller dans quelques affaires, là, dans Charles Borromée peut-être, mais là, s'il a besoin d'outils, il va aller se chercher. Et c'est ce qu'il a fait, à l'âge de 40-44 de toute façon. Il a décidé de se spécialiser en droit et en environnement. Et je suis convaincu qu'il ne lâchera pas. Fait que si des fois vous avez une cause, vous appelez Jean, je suis à peu près certain que vous allez gagner, mais je pense qu'il y en a 3-4 sites dans Jouer Philippe, là aussi, là, qui est un peu du même profil. En tout cas, je voulais simplement vous dire que Jean, c'est quelqu'un à écouter, parce que ce qu'il va dire, c'est toujours bien documenté et approfondi. Merci, mon Jean. Merci. C'est toute une introduction. Je vais m'adresser donc à quelqu'un qui a la métaphore du pitbull. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu. Je ne me considère pas du tout comme un pitbull. Ah non? Quelqu'un qui est tenace, oui. Mais ça m'apparaît un peu plus agressif que je suis. Non, c'est pas agressif, tu as dit que c'était fin. Ça a du de tenace. Alors, Jean-Barry, bienvenue. Jean-Barry, il est, on va aborder le livre bien évidemment, vous êtes originaire de Saint-Narcisse. Oui. Là, je me suis dit, quand j'ai lu le livre, puis je regardais les petites notes bibliographiques, je me suis dit, s'il s'est occupé des Amis de la Vatican, c'est parce qu'il doit venir de la région. Il m'a dit, ben oui, je suis né à Saint-Narcisse, vous avez habité à Cap-de-Madeleine. Ben, c'est ça, je suis natif de la Mauricie. C'est pour ça que les Amis de la Vatican, donc il y a plusieurs personnes avec qui j'ai... Ben oui. Ma passion pour le droit, mon intérêt pour le droit est né de cette bataille-là des Amis de la Vatican il y a quasiment 20 ans, quand il y avait un projet de barrage sur la rivière Vatican dans le parc. C'était pour une hydraulique, c'était pour une centrale hydraulique privée. On va des petites centrales électriques privées, là, la famille Lemaire, les Boralex, Force Motrice Vatican. Oui. Et puis c'était un projet justement qui avait été autorisé, au niveau là, c'était là le droit, le ministre de l'Environnement de l'époque avait autorisé ce projet. Et légalement, c'était pas valide parce que le projet, l'ampleur du projet, la superficie qui était pour être inondée, la puissance des turbines. Attendez un instant. Prenez mon micro, je vais prendre la voix. Ben là, on pourrait pas. On change de place? Non, il est juste pris. Mon Dieu. Oh, celui-là ne fonctionne pas. Celui-là fonctionne. Fonctionne trop. OK, celui-là, il ne fonctionne pas du tout. Hop là. Un petit peu? Un petit peu. Attendez, moi, mais j'ai une grosse voix. Bon,
Moi aussi. Ça. Alors, donc, parfait. Donc, on est des enseignants. Ouais, c'est ça. Alors, donc, donc, ce projet-là, on va revenir à tout ça. Ce projet-là, on replace le contexte, le juge, bon, on était rendu. Bon, donc, on est des citoyens ordinaires. Je suis un citoyen ordinaire. Je ne suis pas avocat. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un micro? Oui. Tu passes mal. Juste pour la poche. Donc, 1, 2. On va y aller comme ça. Essayez d'ajuster un petit peu. Vous essayez d'ajuster un peu, non? 1, 2. 1, 2, ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Essayez donc. bon, est-ce que ça fonctionne de mon côté? C'est mieux, là. Bon, allons-y comme ça, puis je poserai ma question plus fort. Bon, donc, je reviens à Saint-Narcisse. Je suis né à Saint-Narcisse. OK. Et j'ai grandi après ça le primaire à grand-mère jusqu'à 11 ans. À 11 ans, on déménage au Cap-de-la-Madeleine. Mon père a la construction, il travaillait à Gentilly, le pont du Plessis, etc. C'est vrai? Oui. Vous travaillez sur le pont, c'était le 50e anniversaire. Ben oui. En À 2017. l'époque, ben oui. Mais à Qu'est-ce l'époque, qu'il faisait, votre mère? il était monteur de ligne, millwright, il travaillait sur le fer comme le monde de la construction. 36 métiers, 36 misères. Ouais. Après ça, il a travaillé, il a fini sa carrière chez Télécom, au Cap-de-la-Madeleine, pas loin de la Polyvalente. Et donc, Cap-de-la-Madeleine, après ça, j'ai fréquenté un peu le cégep de Trois-Rivières. J'étais très actif dans les associations étudiantes. Plus que dans les cours, j'ai j'ai abandonné le cégep. OK, alors vous allez abandonner le cégep. Allez-y, allons-y comme ça, là. OK. Alors donc, vous avez fréquenté le J'ai cégep, fréquenté plutôt le les cégep, associations. les associations étudiantes. On a fermé le cégep pendant une semaine. Dans quelle année, ça? 73, 74. Ça ne fait pas longtemps après vous. Ces années-là, là, pour les pré-bourses, comme toujours les étudiants. Drop-out, c'était l'époque, là, je lâche le cégep, je passe 6 mois en Amérique latine, j'ai appris l'espagnol, bon, je pars en voyage, je reviens, je veux changer, je suis déjà politisé, je veux changer la planète, l'Amérique du Sud des années 70, disons que c'était des dictatures. Je reviens à Montréal, et là, c'est les fameux groupes d'extrême gauche, marxistes, léninistes, tout ce que vous voudrez, qui est dans les années 70, après la chute de l'FQ et compagnie. Donc, je milite là-dedans, je suis engagé dans un hôpital du centre-ville de Montréal, Saint-Charles-Borromée, je suis préposé aux bénéficiaires. Mais je suis surtout un militant syndical. Donc, je suis responsable d'accès à l'information, à la CSN, Gérald Larose, etc. Et là, On se fait aller, je me présente au vice-président du Conseil central de Montréal, j'ai 40% des votes comme étant marxiste-léniniste affiché. Et je suis congédié pour mes activités syndicales, pour avoir écrit des textes à l'époque. Donc, on me congédie quand Guy dit à Saint-Charles-Borromée. Je congédie, mais c'est pas une bonne idée dans les années 70 au Québec de congédier un militant syndical, vous avez écrit. Le commissaire, ça va dans le commissaire au travail, je gagne. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais là. Puis, vous savez, préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD, là, ça prend une méchante vocation. Moi, après 6-7 ans, là, je regardais pour aller faire d'autres choses, peut-être retourner à l'école. Et donc, je ne voulais pas revenir. On a négocié une entente en cours avec l'employeur pour dire je ne reviendrai plus, mais tu me donnes l'équivalent de 2 ans de salaire. Et c'est avec ça que je suis parti en voyage, parce que pour la vie, je pars en voyage avec ma conjointe et on se ramasse par un pur hasard en République dominicaine. Je parle espagnol. Et c'est là que j'ai découvert, je suis tombé dans un autre moment de ma carrière. J'ai joué mon époque. J'ai acheté un terrain, un petit terrain. Sur le terrain, j'ai mis une maison. J'ai vendu la maison. Avec l'argent de la vente de maison, j'ai mis 2 autres maisons. J'ai vendu les 2 maisons, j'ai acheté un plus grand terrain, j'ai construit un hôtel que j'ai administré. Pour le vrai, je suis tout à fait. La seule affaire que j'ai pas fait. de parcours de vie. La seule affaire que j'ai pas fait, c'est go to jail. Ça, je peux aller. Mais ça passe proche. Parce que là-bas, en plus d'être go to jail, vous savez, Monopoly, il y a go to jail. Ça passait proche parce que j'étais impliqué. Là-bas aussi, j'étais impliqué politiquement, socialement. J'étais président de l'association de développement du petit village. J'étais cabareté. Vous savez qui connaissent ça, va ça. Non? La planche à voile, etc. Donc, on s'est battu là-bas au niveau de l'environnement parce que c'est Cabareté, c'est la seule lagune d'eau douce de toute l'île d'Hispaniola, donc Haïti, République dominicaine. C'est une lagune de 14 km et c'était la proie de plusieurs intérêts pour construire des hôtels. C'était une swamp. On remplit ça, une swamp, et ça coûte pas cher. Donc, on s'est battu là-bas pour que ça soit déclaré un parc national, ce que c'est toujours. Mais ça n'a pas été simple.
Là aussi, là, ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont pas donné. J'ai pas 2 eu ans de salaire. Non, ça n'a pas été beaucoup. J'ai eu des petites péripéties, justement, avec les services secrets dominicains. La République dominicaine, c'est pas la démocratie du Non. Québec. Non. Donc, ce qui fait que 98, après 14 ans de République dominicaine, je rentre au Québec avec ma belle conjointe d'ici, Oui, Danielle, que je qui enseigne à Terrebonne. Je m'en vais vivre à Terrebonne. Puis là, ça fait 14 ans que tu es au Québec, tes contacts sont bons. Oui. Et arrivent les amis de la Vatican, c'est le groupe Au Secours, un ami, Jean Lapin, qui travaillait à l'époque pour Au Secours, qui m'appelle, qui savait que je venais de la région. Il dit: es-tu au courant qu'ils veulent faire un barrage sur la rivière Vatican? Ben, je dis non, moi j'appelle mes parents qui vivaient ici au Cap. Il dit: au courant, il était pas plus au courant, parce qu'on n'est pas nécessairement informé quand c'est ce genre de projet-là, mais c'était vrai. Il y avait un projet qui avait été autorisé. Et justement, il avait été autorisé illégalement, parce que c'était cette grosseur, cette ampleur de projet-là, c'est seulement le gouvernement, le cabinet des ministres, après une étude d'impact du promoteur, puis après des audiences publiques du fameux BAP, le bureau d'audience publique en environnement, qu'on entend. Puis ça, il n'y en avait pas eu, là, ça s'était passé. On a réussi à convaincre le ministre. Là, c'est là qu'on a formé avec des amis, il y en a dans la salle ici, les amis de la Vatican, pour défendre, pour essayer d'empêcher le projet. Mais là, vous n'aviez pas encore aucune étude de droit, là. Non, j'avais toujours mon DES, diplôme d'études du contrat de Vatican. Oui. Et un deck pas fini. Ouais, Ah, les decks, oui, commencez à peine. Oui, c'est à peine. OK. Alors, donc, j'imagine que suite à ce dossier-là, d'après ce que vous dites, c'est là que vous avez eu la piqûre. Bien, vous étiez déjà très engagé. Oui. Mais là, c'était vraiment la piqûre du droit. Oui. Parce que là, justement, on s'est ramassé. Ouais. Parce que Devant un juge, tous les devant gars, le cour. ben, tous les citoyens, peu importe Ouais. l'environnement syndical, travail, peu importe la lutte de logement, Oui. quand on est mobilisé sur quelque chose, puis que ça se ramasse devant un tribunal, les tribunaux, la justice, c'est long. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais comme militant, militante citoyenne quand la seule affaire que tu peux répondre, c'est ben on attend d'être convoqué là, au tribunal administratif du Québec, il y en a eu 2, la Cour supérieure s'est montée jusqu'en Budapest, ça a duré 4 ans et demi cette affaire-là. Donc là, je me suis dit, parce que là, tu peux pas faire des tracts, tu essaies de payer ton avocat qu'on a trouvé, tu fais tu vends des t-shirts, tu vends des t-shirts, tu fais des conférences avec Michel Chartrand, avec Claude Léveillé, tu mobilises, mais à un moment donné, là, c'est très long, fait que je me suis dit, pourquoi je n'irais pas étudier le droit de l'environnement, c'est celui-là qui m'intéresse. Et là, j'ai vu l'UQAM, parce que l'UQAM, comme je l'expliquais tantôt, c'est la seule, et maintenant j'y enseigne, c'est la seule université qui accepte, encore aujourd'hui, peut-être 6 ou 8 personnes par année qui ne sortent pas du cégep. C'est pas sur l'admission sur une base de la cote R, la fameuse cote R, puis qui ne sont pas à l'université. Des gens qui sont sur le marché du travail, ça peut être des militants syndicaux, des féministes, des gens qui sont impliqués dans les groupes populaires, et qui veulent étudier le droit. Pas nécessairement être avocat, là, mais ils veulent étudier le droit. C'était mon cas, et j'ai été accepté. J'ai fait mes études de droit. J'avais des bonnes notes. C'était complètement plus jeune. J'étais plus sérieux, j'étais plus dédié. Et j'ai décidé d'aller pousser plus loin. Donc, j'allais faire une maîtrise à l'Université Laval sur le bureau d'audience publique en environnement, sur le sujet. Ça portait votre mémoire, Mon mémoire sur de le maîtrise, bac. c'est ça, sur l'évaluation environnementale, sur le BAC. Ouais. J'ai été super chanceux. Oui. J'ai contacté le BAC. Parce que vous savez que pour devenir avocat, il faut faire un stage barreau de 6 mois dans un cabinet d'avocat. Moi, personnellement, les avocats, je les aime plus ou moins. Mais il y en a des très bons. Ouais. Mais il y en a d'autres des moins. Mais donc, là, moi, c'est pas travailler dans un grand cabinet avec la cravate et la toge qui m'intéressait, c'était vraiment le droit de l'environnement. Et j'ai contacté le BAC, j'ai dit, est-ce que c'est possible de faire mon 6 mois de stage barreau au BAC? Ils ont dit oui, ils n'avaient jamais accepté nulle part avant. Ils ont dit oui, ça m'a donné accès à toute une banque d'informations qui est du BAC, qui n'est pas nulle part dans les bibliothèques, qui n'est pas dans les universités. J'ai fait avec le BAC une audience publique au complet de 4 mois, c'était sur le projet d'agrandissement de l'autoroute. Ça a été super intéressant et ça a donné mon premier livre. Parce qu'à suite à la maîtrise, j'ai gagné le prix de l'Assemblée nationale pour la meilleure mémoire de maîtrise dans le domaine de la politique. Donc là, ça a été publié aux presses de l'Université Laval, remodelé un peu sous le titre « Le BAC devant les citoyens ». Tout le temps le mot citoyen, Ouais, parce que ça, ça part et c'est avant la tout. thématique, Oui, là, c'est la thématique, c'est la partie citoyenne qui m'intéressait. Après ce BAC, après le maîtrise, je décide d'aller faire, parce qu'il y avait des bourses, il y avait des bonnes aides. Donc, je décide d'aller faire un doctorat, toujours à l'Université Laval, et là, sur le droit d'accès à l'information environnementale, encore
rapport-là sur la question de l'environnement, qui a été aussi publié chez Yvon Blais, que j'ai eu un autre prix de l'Assemblée nationale. Mais quand j'ai eu fini ça, là, ce qui m'intéressait, c'était le livre, celui-là. Le guide citoyen, parce que tout ce temps-là, c'était l'idée, on a besoin, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Un ouvrage qui pourrait vulgariser pour la population, là, pas pour... Accessible à tous. Accessible, Parce que ce que tu peux faire. Parce que j'imagine que la thèse de doctorat, elle s'adresse davantage à 4 personnes. Donc des spécialistes, des spécialistes dans le même domaine que vous, c'est-à-dire donc dans le droit de l'environnement. Oui. Parce que, donc, à des initiés, d'une certaine façon. Puis, on a des collègues, on nous demande d'écrire des textes de chercheurs de recherche, mais qui vont être lus par une minuscule communauté. 5, 10, 15 personnes. Moi, c'est pas ça qui m'allume, toujours aujourd'hui. C'est pas ça qui m'intéresse. Puis à l'UQAM, on favorise justement la vulgarisation, l'approche citoyenne. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a déjà, tout de suite après la thèse, c'est là-dessus que je m'enlignais, puis le CQDE pour le 25e anniversaire. Alors, le CQDE, j'imagine qu'il y en a qui le savent, c'est le Centre québécois du droit à l'environnement. De l'environnement. Voilà, exactement. Et donc, vous avez pris ce projet-là à partir de votre thèse. Suite à la thèse. Suite à la thèse. Et là, vous avez dit, moi je pense, parce que la question, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est un livre qui s'avérait nécessaire compte tenu de tout ce que vous avez vu, entendu, défendu, pour lequel vous avez milité. Vous vous êtes dit que les citoyens ont besoin de ça parce que vous avez senti qu'on manquait d'informations. Je l'ai vécu quand, par exemple, quand on apprend un projet arrive. Comment on fait pour savoir est-ce que c'est vrai, là, parce qu'il y a des sortes de rumeurs, est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il y a eu un avis, une demande officielle, est-ce que les documents sont accessibles? C'est quel type de barrage de carrière sablière, quel type de projet? C'est quoi l'ampleur? Il va y avoir combien de camions par jour qui vont sortir de la carrière? C'est 10, 20, puis est-ce que c'est autorisé les 24 heures par jour, 7 jours semaine? Ce genre d'éléments factuels, comment on fait pour les trouver? Et nos lois, là, ça vient, il y a un changement de la loi qui est fait qui va améliorer. Mais à l'époque, c'était pas possible. Le BAP, il y a peut-être 20 audiences par année du BAP maximum. Le ministère de l'Environnement autorise 4 000 à 5 000 projets par année. C'est juste une infime partie là, qu'il y a des consultations pour les citoyens possibles. C'est ça. Là, si vous me permettez, on va essayer de détailler un petit peu ça. Votre livre se divise en 8 chapitres. Les questions, entre autres, au départ, on nous parle de nous comme État de droit. Alors, un peu, finalement, la structure de base au niveau du droit, au niveau des aspects juridiques, on pourrait dire ça comme ça. Après ça, vous embarquez dans la question, toute la question des lois, des règlements, mais aussi du BAP et aussi de l'accès à l'information environnementale ici au Québec. Ce qu'on apprend, entre autres, je vais y aller un peu pêle-mêle, puis vous me ramenez, on apprend entre autres qu'il y a au-dessus de 12 000 demandes par année qui sont déposées à Environnement Québec. C'est ça, hein? Le ministère de l'Environnement, des demandes d'accès à l'information. Des demandes d'accès à l'information. Que les gens sont intéressés à savoir, c'est pas qu'il y a un désintéressé au contraire. Pouvez-vous donner un exemple, mettons, de type de demande d'accès à l'information? Par exemple, je sais que vous en avez beaucoup dans le livre, mais juste pour le bénéfice des gens. Les gens font des demandes, il y a un barrage, par exemple. Il faut parler des barrages. Parlons des barrages. Parlons des barrages, c'est l'eau. Au Québec, on en a fait beaucoup des barrages, des petits comme des grands. Sur la rivière Martaille, je ne sais pas ceux qui connaissent ça, c'est à la base Côte-Nord. Il y a eu un petit barrage qui a été construit là. Il y a eu, ça, c'est suite à des audiences publiques. La question qui était débattue par les citoyens de la base Côte-Nord, la Fédération de Canoë-Kayak, Camping, les pêcheurs de saumon, les promoteurs, c'était ce qu'on appelle le débit réservé, c'est la quantité d'eau que va laisser passer le barrage. Pour les fins esthétiques, là, mais aussi il y a du poisson là-dedans, puis il y a des gens, c'est une rivière de chute et de rapide, c'est là qu'on fait des barrages. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ces sports-là, etc. Normalement, tu te dis, si c'est un projet qui a passé devant le BAP, qui a eu des études d'impact, puis qui va avoir un décret du gouvernement, parce qu'il a été autorisé, il a été construit, on devrait être capable de savoir si les engagements du promoteur, parce que c'était le sujet d'achoppement, et le BAP avait fait des recommandations dans son mémoire. Le mémoire du BAP fait des recommandations, c'est pas décisionnel. Il avait dit le débit réservé, ça devrait être tant de litres d'eau par seconde. Et les gens voulaient juste savoir, et c'était impossible, ils ont fait des demandes d'accès à l'information, parce que, en vertu de notre dite loi d'accès à l'information, ce document-là, qui
disait la quantité d'eau. C'était un document qui avait été fourni au ministère par le promoteur. Donc, le promoteur du forage. Et notre foi est faite. C'est mal fait. Que quand c'est des documents fournis par des promoteurs, il faut que le ministère, si on fait une demande d'accès à l'information au ministère, il est obligé de demander l'autorisation du promoteur avant de vous l'envoyer. Et le promoteur a un droit de veto. C'est pas juste j'aimerais mieux que vous ne le faites pas, puis c'est au ministère à décider. C'est les seuls, dans la loi sur l'accès, encore aujourd'hui, s'ils disent non, c'est non, vous ne l'avez pas. Et la règle, parce que mes collègues avocats qui travaillent pour les entreprises, ils leur disent, vous me dites non. Parce que c'est sûr que si tu déviles ce type d'information-là, ben, ça peut t'amener des problèmes. Si tu ne le respectes pas, peut-être que tu vas avoir des poursuites, peut-être que tu vas avoir. Les gens vont appeler le ministère, venez voir, là, il n'y a pas d'eau qui coule, là, puis il est en contravention de la loi, ou de la réglementation, ou de ses autorisations. C'est toujours plus simple. La mafia l'a compris. Moins tu sais, moins ils savent d'affaires, plus ils sont durs à attraper. Mais c'est le même principe. Je ne dis pas que les entreprises sont de la mafia, mais j'ai été entrepreneur, j'ai connu ma vie comme ça. Mais le fait, et les avocats qui travaillent dans les entreprises, ils ne favorisent pas la transparence. Ils disent, on a une loi qui vous permet de dire non. Ben, dites non à chaque fois. Et donc, c'est pour ça. Est-ce qu'éventuellement, vous en parlez, est-ce qu'éventuellement ça pourrait être modifié? Ben, c'est vers ça que vous allez. C'est vers même, c'est. Là, on parce qu'il y a eu quand même des modifications en 2017, ça vous avez parlé sur la loi sur la qualité de l'environnement, il y a des registres qui ont été créés, on a avancé. Là, on a avancé. Mais par rapport à l'information. Mais par rapport à la loi générale d'accès à l'information, vous avez peut-être dû passer ça, là, mais le Parti libéral vient de déposer il y a 3 semaines un projet de loi pour réformer la loi sur l'accès aux documents et la protection des renseignements privés. Mais là, à ce moment-ci, la session, ça prend l'accord unanime. Il ne sera pas adopté, c'est comme un écran de fumée, c'est ça. Ça fait 4 ans que ça avait été promis de dire qu'il était pour avoir une modification de la loi. Puis là, il va la session, puis là, il y a jour, puis la session on est en élection. Puis après ça, on est en élection. Fait que le projet de loi, il y avait certaines avancées. C'était pas encore faire mieux, mais il y avait, par exemple, le droit de veto serait disparu dans le projet de loi. Puis il y a eu la question de l'intérêt public, qui n'est pas mentionné nulle part. Un ministre, mais ça peut être un maire, parce que ça, la loi générale sur l'accès, elle s'applique aux municipalités, elle s'applique aux universités, elle s'applique aux hôpitaux, elle s'applique beaucoup plus qu'au seul ministère de l'Environnement. Bien, sur une question, s'ils considéraient que les exceptions, parce que les lois, tu as tout le temps un beau principe, tu as plein d'exceptions après, souvent plus d'exceptions que de beaux principes, bien, ces exceptions-là auraient pu être écartées si le ministre en question considère qu'il y a une question d'intérêt public qui le justifie. On va rendre publique l'information. Exemple dans la région, il n'y a pas si longtemps, les gaz de schiste. Toute la question des produits chimiques utilisés lors des fracturations hydrauliques, lors des forages. Vous vous souviendrez, des années 2010, de Sécurité, on a fait des demandes d'accès à l'information. Parce que c'est sûr que le ministère, ils avaient les produits. 3 ans plus tard, on a fini par les avoir, le document, on l'a vu. Ils avaient les produits. Ils savaient, parce que les entreprises, pour faire les forages, devaient donner au ministère un certain nombre de documents. Donc là, c'était des documents fournis par des tiers. Quand on les demandait, on se faisait dire non, on aimerait ça vous les donner. On peut pas. On peut pas. En vertu de la loi, on peut pas. Et on peut même pas. S'ils disent non, ils ont un droit de veto. Donc, ça c'est allé. Mais même, moi, la question que je me pose, Jean, là, je suis rendue là déjà. Alors, c'est mon nom. La question que je me pose, Jean, c'est, on a l'impression qu'en lisant le livre, on n'est pas du tout dans la revendication politique. On est vraiment, je pense, dans le portrait, tout ça. Mais moi, j'avais l'impression, je me disais, il y a le gouvernement, le ministère de l'Environnement, les promoteurs, ils ont le gros bout du bâton. La façon dont les lois sont faites, les règlements, on a l'impression que c'est extrêmement complexe pour les citoyens de faire entendre leur voix. Bon, on vient d'en avoir des exemples avec ce que vous dites. Mais on a l'impression qu'il y a comme 2 poids, 2 mesures. Ben, c'est pas juste une impression, à mon avis, c'est un peu normal, mais il faut comprendre. L'environnement, là, il y a un certain nombre de personnes de mon âge. Quand moi je suis né, l'environnement, on en parlait le mot environnement, moi je voyais la Norton, c'est vrai, mais c'est pas ça qui m'a. C'est la beauté de la nature, entre autres les jours. On parlait pas de protection d'environnement. Non, l'environnement, la première loi cadre sur l'environnement dans le monde, c'est 1969 aux États-Unis. Ça fait même pas 50 ans.
Ça va faire 50 ans l'année prochaine. Ben. La première loi cadre sur l'environnement au monde. Moi, j'ai vu un extrait, c'est drôle, je vais vous parler de ça. J'ai vu un extrait d'entrevue avec Bobby Kennedy dans les années 60, au moment où il se présentait. Il disait vous n'êtes pas conscient à quel point les émanations de vos voitures vont tuer ce qu'on va avoir comme société. Mais je regardais ça, parce que puis je me disais, vous êtes des années 60. Ah oui? Je me disais, il n'y a pas personne qui a entendu ce discours-là. Ben, Il était visionnaire, les gens peut-être, il y a certaines personnes qui l'ont entendu. Mais il était quand même visionnaire pour parler de ça, non? oui. C'est les années 60, c'est la création du mouvement écologiste partout sur la planète. 1969 aux États-Unis, notre loi au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement, a été adoptée en 1972. Robert Bourassa. Première loi. Mais quand on adopte la loi sur la qualité de l'environnement en 1972, les citoyens, nous autres, on n'existe pas. Il n'y a rien sur les citoyens dans cette loi-là. Ça se passe juste entre les demandeurs d'autorisation et le ministère qui doit délivrer les autorisations. Il n'y a aucun mécanisme pour nous informer, il n'y a pas de consultation en public, et le BAP n'existe pas. C'est René Lévesque, 6 ans plus tard, en 1978, une des grandes réformes du gouvernement Lévesque, la première, qui modifie la LQE, fait des registres, des informations obligatoires, crée le BAP pour faciliter la participation publique sur certains projets, puis qui, dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a un article qui donne à toute personne le droit d'aller devant un tribunal pour faire respecter les autorisations. C'était révolutionnaire à l'époque. Puis le droit de demander des informations au ministère de l'Environnement, en 1978, il n'y avait même pas encore de loi générale d'accès à l'information, ni au Québec, ni au Canada. C'était une primauté. Sur la question de l'environnement, ça a souvent motivé à libéraliser l'accès à l'information, parce qu'on sait que l'environnement, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on voit. Ça nous touche. La question environnementale et l'information, ça va de pair. Et en 1978, on a fait un grand pas en avant. Là, ça faisait presque 40 ans qu'on n'avait plus rien changé. La loi, elle n'avait pas bougé. En 1978, on était d'avant-garde de sa planète. En 2017, on était. Oui. Et là, on était. Puis on devenait de plus en plus conscientisés comme société par rapport à l'environnement. Mais la loi, en tout cas, du moins ce qui existait, n'était pas là pour nous supporter. Ben, ça, c'est que là, il y a des groupes environnementaux, mais on peut être très sensible à l'environnement, très militant environnemental, et tout le débat sur le droit de l'environnement, les lois environnementales. L'année dernière, là, les groupes environnementaux, c'est une critique que je leur adresse. Pourtant, je les fréquente et puis on travaille ensemble. Mais sur ça, malheureusement, ils ne se rendent pas assez compte. Ils n'ont pas de sous, puis ils sont déjà pris par sa tête, de l'importance de réformer nos lois. Parce que les lois, là, les vieilles lois, celles qui font en sorte qu'on a mis au monde pour exploiter nos forêts,